Pas mal. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans Xenius. Des gens accros à leur smartphone, on en croise dès qu'on met le nez dehors. Et comme vous voyez, on ne fait pas exception à la règle, sauf qu'on est quand même les premiers à montrer du doigt ceux qui sont scotchés à leur écran. Asocial! Désolé. C'est ainsi qu'on qualifie ceux qui communiquent sans arrêt par le biais du portable, au lieu de rencontrer les gens et de leur parler les yeux dans les yeux. Les smartphones ont vraiment envahi notre existence, ce qui nous amène à nous poser ces questions. Quel est l'impact de ces appareils sur notre vie? Cette utilisation permanente est-elle sans danger? Ou bien serait-il temps de décrocher un peu? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. En France et en Allemagne, 60% de la population possède un smartphone. Et nombreux sont ceux qui leur accordent plus de temps qu'à leurs compagnons. Ils savent faire tant de choses. Par exemple, nous dire l'heure, le temps qu'il fait. Le temps qu'il fera demain, Où va la vie? ce que font les amis, Et le reste du monde. oui. C'est vrai qu'ils sont omniprésents. Mais quelle place prennent-ils exactement dans notre quotidien? Pour en avoir le cœur net, nous avons tous les deux installé sur nos appareils une appli qui va mesurer le temps que nous passons sur notre portable. Nous saurons exactement comment et pourquoi nous l'utilisons. Résultat, dans un instant. J'ai hâte de voir ça. Savez-vous qu'aujourd'hui, il existe un terme pour désigner ceux qui sont obsédés par leur smartphone? Smombie. La contraction de smartphone et de zombie. En Allemagne, on lui a même décerné le titre de mot des jeunes de l'année 2015. Et on va l'examiner à la loupe. Les zombies. Avec leur regard fixe et leur insatiable appétit, ils sont un classique des films d'horreur. Mais la fiction rejoindrait-elle la réalité? Attention, les nouveaux zombies débarquent dans nos villes. Ils ont le nez collé à l'écran de leur smartphone en oubliant le monde qui les entoure. Voici les zombies. Comparaison numéro 1. Les zombies sont lents. Mais pourquoi devenons-nous si lents et distraits avec un smartphone dans les mains? Qu'on le veuille ou non, notre cerveau ne peut pas s'acquitter de plusieurs tâches en même temps. Il se concentre sur une chose à la fois, sur ce portable par exemple. Si nous mobilisions en permanence l'ensemble de nos neurones sur notre environnement tout entier, notre cerveau déborderait d'informations inutiles. Au fil de l'évolution, nous avons donc appris à faire le tri. Pour cela, nous focalisons notre attention. Par exemple, si nous nous concentrons sur le portable que nous tenons à la main, son image sera projetée sur la partie de la rétine où la résolution est la meilleure, ce qui nous permet de capter un maximum d'informations sur l'objet en question. Dans le même temps, notre cerveau néglige d'autres impressions sensorielles autour de nous. Comparaison numéro 2. Les zombies sont affamés. Nous aussi, nous avons faim. De nouveautés. L'Université de Bonn a étudié l'usage du portable chez 60 000 personnes. Il en ressort que nous utilisons notre portable environ 90 fois par jour, parfois uniquement pour regarder l'heure. Mais toutes les 18 minutes, nous interrompons notre activité pour taper des messages ou utiliser des applications. D'où nous vient donc ce réflexe? Notre cerveau a toujours été curieux, car le savoir est un gage de survie. Est-ce que cela se mange? Que se passe-t-il si je chatouille ce mammouth? Qui peut répondre à ces questions vit nettement plus longtemps. Aujourd'hui, nous sommes toujours régis par cet instinct. Le smartphone clignote, sûrement un nouveau message. Le cerveau réagit en anticipant notre joie. Si nous cliquons sur la missive, nous sommes récompensés, avec de la dopamine. La libération de ce neurotransmetteur pousse le cerveau à répéter les actions qui l'ont amené à la récompense. Comparaison numéro 3. Les zombies sont stupides. Les smartphones ne nous rendent pas idiots. Enfin, pas vraiment.
Mais nous mémorisons moins de choses. Notre cerveau trie sans arrêt le superflu pour ne pas surcharger sa capacité de mémoire. C'est pourquoi il élimine volontiers certaines informations. Si, par exemple, nous savons que Jean, notre meilleur ami, connaît tous les champignons vénéneux en France, notre cerveau n'a pas besoin d'enregistrer quels sont ces champignons toxiques. Pour cela, il suffit de demander à Jean. Des chercheurs américains pensent que l'on peut transposer ce principe au smartphone. Si nous savons qu'une information est très facile à retrouver, nous aurons tendance à ne pas la mémoriser. Comparaison numéro 4. Les zombies regardent fixement. Oui, les zombies aussi regardent fixement les écrans. Et c'est mauvais pour les yeux. Notre œil a toujours été entraîné à identifier des objets éloignés, comme ce mammouth, mais aussi des objets proches, comme ce champignon. Nos yeux sont capables de s'accommoder très rapidement aux différentes distances. À force d'avoir notre smartphone à proximité des yeux, notre appareil oculaire ne gère plus que les distances courtes. Nous éprouvons de plus en plus de difficultés à faire la mise au point sur des objets lointains. La myopie nous guette. Chez les jeunes, on constate d'ailleurs une augmentation de cette pathologie. En Europe, seuls 16% des seniors sont myopes, un chiffre qui monte à 47% chez les jeunes. Une seule solution, laisser le regard vagabonder et profiter de la lumière du jour. L'œil s'altérera moins vite. Comparaison numéro 5. Les zombies geignent. Pour les zombies, une batterie déchargée et c'est la fin du monde. Ça, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos. Moi, par exemple, ma vision est de 7 sur 10. Comment mon acuité visuelle aurait-elle évolué si j'avais eu dans ma jeunesse un smartphone devant les yeux? Tu ne verrais peut-être pas cette porte? Quelle porte? La grande bleue, là. Ah oui! Nous allons maintenant savoir combien de fois, combien de temps et surtout pourquoi nous utilisons nos smartphones. Est-ce que nous sommes déjà des zombies? Christian Montag de l'université d'Ulm va pouvoir nous le dire. Il nous attend derrière la grande porte bleue. Faisons un test. Après toi? L'autre porte bleue. Ah d'accord. C'est malin d'en mettre deux aussi. Vas-y. Merci. Vous avez développé une application qui trace l'utilisation quotidienne du smartphone. Pourquoi ne pas questionner les gens directement? Il y a une bonne raison à cela. Avec ces appareils, nous perdons la notion du temps en quelque sorte. Et nous avons énormément de mal à évaluer combien de temps nous passons effectivement dessus. Les données ainsi collectées répondront à quelles questions? Ce que nous voulons surtout étudier, c'est l'addiction au smartphone. Est-ce que la situation est comparable aux addictions classiques, comme l'alcoolisme ou le tabagisme? C'est ce que nous tentons de découvrir. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Cette dépendance n'est pas médicalement reconnue. Là, mon téléphone vient de vibrer parce que le traçage s'est mis en pause. Nous avons tous les deux téléchargé votre appli sur nos appareils, histoire de voir où nous nous situons. Et grâce à votre appli, j'ai constaté que je passais quand même 1 à 2 heures par jour sur cette machine. Plutôt 2. 2 pour toi. C'est encore plus que moi. Je le regarde entre 17 et 35 fois par jour. Ça correspond à la moyenne? Disons que vous ne vous en sortez pas trop mal. Pour les besoins de notre étude, des dizaines de milliers d'Allemands ont téléchargé cette appli et nous avons pu constater que la moyenne était bien plus élevée. Parmi les usagers que nous avons suivis, on est autour de 3 heures d'utilisation par jour. Plus ils sont jeunes, plus ils passent de temps sur leurs appareils. L'autre variable notable, c'est le sexe. C'est d'ailleurs tout à fait atypique dans la recherche sur l'addiction numérique. Normalement, ce sont surtout les garçons qui présentent des problèmes de comportement dans ce domaine. Avec les smartphones, c'est l'inverse. Il semblerait que les filles passent nettement plus de temps sur leurs appareils. Donc de nous deux, c'est toi la fille. Ça a toujours été le cas.
C'est vraiment grave si on a tout le temps son portable à la main? C'est vrai que j'en fais un usage important, mais je ne trouve pas ça problématique. Ce n'est pas forcément la durée d'utilisation en elle-même qui pose problème. On ne va pas dire « Oh, celui-ci passe 4 heures par jour sur son portable, c'est préoccupant ». En réalité, ce qui est dangereux, c'est le fait de s'interrompre sans arrêt dans sa tâche. Il serait sans doute préférable de passer 2 heures de suite sur ses machines, par exemple, et de se consacrer ensuite entièrement à son travail. Ce qui est vraiment agaçant, ce sont ces dîners entre amis où ils sont tous rivés à leur portable au lieu de vous écouter. À moins que ce soit moi. Cela peut ruiner une amitié, ça. Mais l'utilisation intempestive du smartphone peut avoir des conséquences autrement plus graves, notamment quand le smombi prend le volant. Jonas est sans arrêt sur son smartphone, même quand il conduit. J'écoute de la musique et si je reçois un SMS et que la circulation est fluide, je réponds vite fait. Si je vais quelque part et que je ne connais pas la route, j'utilise le GPS du portable. En cas de souci, je pense avoir les bons réflexes. Ils sont beaucoup à penser comme Jonas. Pourtant, si à 50 km/h vous regardez votre portable, ne serait-ce que pendant 3 secondes, vous allez rouler sur 40 mètres sans voir la route. Quand on est distrait par le portable, le risque d'accident est jusqu'à 23 fois plus élevé qu'en temps normal. Le conducteur met en danger sa vie, mais également celle d'autrui. Jonas pense pouvoir tout maîtriser. Nous allons le soumettre à un test sur une piste d'essai. Va-t-il camper sur ses positions? Par le biais des contrôles, les policiers espèrent déclencher une prise de conscience chez les automobilistes. Aujourd'hui, Jessica Gatzemeyer traque les comportements à risque. La plupart des conducteurs se rendent bien compte qu'ils sont en faute. Ils restent cordiaux et on peut discuter avec eux. Mais il y a toujours des exceptions. Des gens qui soutiennent mordicus qu'ils ne téléphonaient pas alors que leur portable est allumé sur le siège passager. Un collègue de Jessica Gatzemeyer s'est posté un peu plus loin. S'il voit quelqu'un avec son portable au volant, il avertit sa coéquipière par radio. En Allemagne, l'usage d'un téléphone au volant entraîne le retrait d'1 point au permis de conduire et 60 € d'amende. En France, c'est 135 € et 3 points au moins. Au bout de 10 minutes seulement, le collègue se manifeste. La question n'est pas de téléphoner en conduisant, mais d'utiliser son portable. Encore un téléphone au volant. La conductrice tapait des SMS. Elle pensait que seul le fait de téléphoner était interdit. J'ai dû lui expliquer que ça détourne également l'attention et que ça peut causer des accidents. Un accident est très vite arrivé, comme le prouvent ces images tournées aux États-Unis. À droite, la conductrice tape un message. À gauche, on voit où elle se dirige. La plupart des gens pensent garder le contrôle. Jonas aussi, pour l'instant. Ralf Müller-Wiesenfahrt, instructeur en sécurité routière, va lui prouver le contraire. Lors des premiers tests, malgré le smartphone au volant, Jonas gère bien la conduite. Il roule à 40 km/h sur une piste normale. Je vais corser un peu l'exercice pour vous mettre vraiment en difficulté. Vous allez rouler sur une piste équipée d'un plateau tournant. Au moment où vous arriverez sur ce plateau, le véhicule va déraper et vous devrez essayer de le maintenir dans la bonne direction. Il faudra savoir manœuvrer et rester concentré. À ça, on ajoute le smartphone. Vous le prenez, vous jouez avec et on voit ce que ça donne. Votre vitesse, c'est toujours 40 km/h. Pendant le trajet, nous envoyons à Jonas des messages auxquels il doit répondre. Va-t-il garder le contrôle? Je lui ai bien expliqué le principe du plateau tournant, mais en réalité, il ne sait pas trop ce qu'il attend. Ça va se passer tellement vite qu'il y a peu de chances qu'il garde le contrôle du véhicule, d'autant qu'il sera distrait par son smartphone. Sur route, cette perte de contrôle serait synonyme d'accident. Jonas a perdu le contrôle à 40 km/h.
Alors Jonas, ça va? Ouais, Comment c'était avec le portable? c'est sûr que ça décoiffe. La voiture a fait un tour complet. Oui, et comme j'étais déconcentré, je ne savais pas du tout comment réagir. Vous avez réagi trop tard. Vous avez plutôt bien manœuvré avec une seule main, mais vous ne maîtrisiez plus. Ces tests de sécurité routière sont sans équivoque. Manipuler son portable en conduisant détourne obligatoirement l'attention. C'est extrêmement risqué. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. 10% des accidents de la route seraient dus au portable. On peut le dire, il y a danger de mort. Au volant, Jonas met désormais son smartphone en mode « ne pas déranger » afin de résister à la tentation. Et pour le GPS, il se contente de la voix. Smombi au volant. Attention, danger. Ça semble être une évidence, mais c'est bon de le rappeler. En voiture, pas de smartphone. Nous sommes toujours à l'université d'Ulm, où nous nous apprêtons à passer au crible l'usage que nous faisons de notre téléphone. Là-bas, Caro remplit un questionnaire. Avec un seul doigt. Et voici la question que nous posons à M. Montag. À quoi sert ce questionnaire? L'application se contente de nous donner des chiffres. Elle nous dit combien de temps nous passons sur notre téléphone au quotidien. Mais ces chiffres ne peuvent pas à eux seuls révéler un comportement problématique. Il y a bien une corrélation, mais pour avoir un tableau complet, il faut savoir comment le sujet évalue sa propre situation. Voyons comment Caro s'est débrouillée. Il y a quoi comme question? Voilà, j'ai fini. Il y a des questions assez révélatrices, je trouve. Avez-vous des douleurs au poignet ou dans la nuque pendant l'utilisation du smartphone? Ce n'est pas le cas, mais j'ai effectivement eu une inflammation au niveau du pouce. Et c'était lié à la rédaction des emails. Est-ce que c'est un signe d'addiction ou c'est simplement que je me déplace beaucoup et que mes amis m'envoient beaucoup de messages auxquels je dois bien répondre? C'est tout l'objet de cette étude. Il n'existe pas de diagnostic officiel. Ce phénomène n'a pas encore été reconnu et défini comme un trouble addictif comportemental. Et c'est ce que nous cherchons à déterminer. Est-ce qu'on peut avoir une première évaluation du cas Matzko? Vous êtes encore dans la fourchette où se situent la plupart des gens. Vous voyez cela ici à gauche, où l'on trouve beaucoup d'utilisateurs. Il n'y a donc rien d'inquiétant. Eh bien, me voilà rassurée. Même si j'ai mal au pouce parce que j'écris beaucoup. Mais qu'en est-il des personnes qui se situent dans la fourchette haute, ceux dont le comportement s'approche dangereusement de l'addiction? Que leur conseillez-vous? Je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur les utilisateurs qui se situent dans la moyenne, parce qu'ils sont les plus nombreux. On peut déjà leur conseiller de porter une montre bracelet. On sait qu'on regarde souvent l'heure sur notre téléphone, Je confirme. ce qui augmente le temps passé sur cet appareil. Je suggérerais également de supprimer le smartphone dans la chambre à coucher. Beaucoup de gens n'ont plus de réveil. À la place, ils prennent le smartphone qu'ils posent juste à côté du lit. Le problème, c'est qu'au moment d'activer le réveil, on peut être tenté de se reconnecter. On peut aussi s'abonner à un journal papier au lieu de le lire en ligne. Ou se mettre en mode avion. Cela permet de lire un article de bout en bout sans être tout le temps interrompu par les messages entrants. Merci beaucoup pour ces conseils. Ils nous seront fort utiles à mon avis. Il est vrai que l'addiction au smartphone est plus difficile à diagnostiquer qu'une fracture de la jambe. Mais beaucoup d'entre nous savent bien qu'ils font un usage excessif de ces appareils. Alors certains décident de prendre les choses en main et de décrocher. Ils se lancent dans une véritable cure de désintoxication. Aujourd'hui, Max entame un régime d'1 mois sans smartphone. Objectif, moins regarder son portable. Le problème avec moi, c'est que ça commence vraiment à faire un peu beaucoup. D'ailleurs, des amis me l'ont dit que je passais trop de temps sur cet appareil. Et en plus, j'ai eu cette montre connectée grâce à mon ancien job. Max aime bien être en ligne. Pour poster des photos de vélos de course, par exemple. Ou écrire à des amis. Principalement via son smartphone. Combien d'heures par jour?
Je ne sais pas. Dès que j'ai une minute, en fait. C'est bien ça le problème. Là, ça vibre à mon poignet parce que je reçois des messages. Avant de commencer la cure, il se dépêche d'en informer ses quelques 1000 amis Facebook et quelques groupes WhatsApp. Bien sûr, il peut toujours consulter son ordinateur, mais il en a presque perdu l'habitude. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ou de ce qui ne va pas se passer. En effet. Tu découvriras peut-être la tranquillité. Absolument. Je n'attends que ça d'ailleurs. Devenir calme et détendu. Ah, ça y est, j'ai le poignet qui vibre. Avec son portable première génération, il ne peut que téléphoner et envoyer des SMS. Ni appli, ni Internet. Cela va-t-il lui manquer? Rendez-vous dans 15 jours pour un premier bilan. Le stress numérique permanent. C'est le sujet de cette conférence organisée par une association de prévention et d'aide aux personnes dépendantes. D'après une enquête, les utilisateurs de smartphones consulteraient leur portable toutes les 18 minutes. Est-ce normal? Benjamin Grünbichler, un des collaborateurs du projet, reçoit régulièrement la visite de parents inquiets de voir leurs enfants trop longtemps devant l'écran. Un comportement peut être considéré comme problématique si les enfants deviennent agressifs quand on les interrompt ou qu'on les empêche d'utiliser ces outils. Bien sûr, s'ils sont en train de communiquer, on comprend qu'ils ne sautent pas de joie. Mais c'est à surveiller. S'ils négligent des choses importantes et que ce comportement s'installe, en tant que parent, il faut intervenir. Mais où est la frontière? La génération numérique ne voit pas toujours la chose comme les parents. J'ai une tablette et je peux l'utiliser que 3/4 d'heure par jour. Et c'est trop peu? Oui, carrément. Ça demande beaucoup de persévérance parce que je passe pour la méchante et que ses copains n'ont pas les mêmes limites. Je peux pas suivre. Ce week-end, j'étais pas là, j'ai reçu 400 messages. Revenons-en à Max et à son régime sans smartphone. C'est la mi-temps. Alors, comment ça va? Bien, mieux que je n'aurais cru. Certaines choses sont un peu plus compliquées, bien sûr, mais ce n'est pas comme si ça me rendait la vie impossible. Pour savoir le temps qu'il fait, je regarde par la fenêtre et je tends la main dehors. D'ailleurs, même si l'appli météo peut me dire qu'il va pleuvoir, ce n'est pas sûr. Il me semble quand même que je vis plus dans le ici et maintenant, dans la réalité. Nombreux sont ceux pour qui le ici et maintenant, sans Internet et sans smartphone, ne serait pas envisageable. Environ 4% de la population entre 14 et 64 ans serait considérée comme dépendante à Internet. Benjamin Grünbichler connaît bien ces cas extrêmes. Certains jeunes ont dû interrompre leur scolarité ou faire une cure de désintoxication. Le smartphone a un pouvoir d'attraction redoutable. Quand je reçois une notification, l'anticipation libère de la dopamine, l'hormone du bonheur. Et c'est ce qui me pousse à regarder mon smartphone, même si au final ce n'était rien de spécial. C'est un peu comme les jeux de hasard. Les chances de gagner sont extrêmement faibles, mais sait-on jamais. Max avait lui aussi l'impression de dégainer trop souvent son portable. Il vient de passer 1 mois sans smartphone. Le mois est passé, mais je viens de me reconnecter. Mais j'ai gardé la montre classique. J'ai coupé la poire en deux. Cela dit, il est bien en évidence sur la table. Tu as l'impression de retomber dans l'ancien schéma? En partie, oui. Mais j'en suis plus conscient. Et je pense mieux maîtriser. Utiliser son smartphone en connaissance de cause, et pas seulement par habitude, c'est sûrement un progrès.
Si l'utilisation que vous faites de votre appareil vous semble excessive et vous inquiète, il va falloir chercher des réponses par vos propres moyens. En effet, une claire définition des symptômes de dépendance au smartphone ne figure pas encore dans les livres de médecine. C'est comme ça. Mais n'oublions pas que si le smartphone a pris tant de place dans notre vie, c'est aussi parce qu'il nous rend de fiers services au quotidien. Encore qu'un régime ne puisse pas faire de mal. Nous aussi, nous allons nous mettre à la diète. Sur le chemin du retour, nous allons déposer les téléphones dans la boîte à gants. C'est draconien, je ne suis pas sûre d'y arriver. Alors, à la prochaine fois. Salut! Tu sais quel chemin prendre? Je vais regarder sur Google. Tu tapes maison. Maison... Attends, là, ça marche pas. Téléphone, maison. Maison.